C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. La violence, qu'elle tue ou qu'elle case, pèse sur le pays. Le terrorisme s'est ajouté à la colère sociale. Ces deux-là n'ont rien à voir, mais plongent la France dans le désarroi et la division. Division quand, après l'attentat de Strasbourg, les uns appellent à la responsabilité, à ne pas manifester, les autres qui persistent au risque de la violence, à garder leur posture. On écoute. Et je crois véritablement qu'il faut maintenant que le mouvement s'arrête pour passer à la construction d'un nouveau modèle français. Puisque vous avez rappelé, monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il fallait à tout prix que le marché de Noël ait lieu, je pense, moi, qu'il faut que la République, ses passions, ses mobilisations, puissent aussi continuer. Elles ne sont pas à la merci d'un assassin. Sur fond de tragédie au pluriel, de crise sociale, politique et sécuritaire, lundi, Emmanuel Macron, pour répondre aux gilets jaunes, a sorti le pognon de dingue. Plus de 10 milliards sur la table pour booster le pouvoir d'achat et le SMIC. Le président a sans doute tordu le bras aux partisans de l'orthodoxie budgétaire. Virage social, mais aussi budgétaire, puisqu'il va falloir, avec la bienveillance de Bruxelles, peut-être laisser filer le déficit. Emmanuel Macron a-t-il entendu le pays dans ses profondeurs? À quoi va ressembler la suite de son quinquennat? Et surtout, est-ce que les irréductibles vont l'emporter et tout emporter? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet de Paris Match. Bonsoir Carole Bargeon de l'Obs. Bonsoir. Et bonsoir Laetitia Kroupa, spécialiste de communication politique. Bonsoir. Alors, on vit la conjonction des violences. Est-ce que la France se condamne elle-même à la violence, Jean-Marie? Déjà, le retour du terrorisme nous rappelle dans quelle époque nous vivons et quelle est, si j'ose dire, la vraie hiérarchie des préoccupations. On est toujours un pays en guerre, on est, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres pays, soumis à cette pression terroriste qui s'est rappelée tristement à notre souvenir et dramatiquement, évidemment, à Strasbourg. Et dans ce contexte, moi, je n'ai plus trop envie de parler de gilets jaunes. Parce que parmi les gilets jaunes, il y a une fraction d'irréductibles qui, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances, veut continuer. Pour aller où? On n'en sait strictement rien. En tout cas, c'est la politique du pire. Et ce qui me trouble le plus, c'est qu'il se trouve encore des élus, c'est-à-dire des gens qui ont un mandat représentatif pour abonder dans ce sens, en quelque sorte. Au lieu de dire, bon, un cadre a été tracé, des réponses ont été données, on peut dire, c'est pas assez, il en faut plus, mais il y a un cadre de discussion qui a été donné, qui sera local, qui sera organisé. Donc si des gilets jaunes veulent être responsables, veulent être en phase avec, j'allais dire, notre degré de démocratie, eh bien, qu'ils se structurent, qu'ils s'organisent, s'ils veulent peser, et qu'ils se présentent aux élections. Mais quiconque aujourd'hui continue d'appeler à manifester, en sachant que les manifestations sont, quoi qu'il arrive, prisonnières de ceux qui veulent casser, prisonnières de la violence, c'est là que ça ne va pas. Et c'est là, comme vous le dites, que peut-être la France s'enferme dans un processus où la violence appelle la violence, et où la violence s'ajoute à la violence. Et donc c'est ça qui ne va pas. Moi j'attendrais du maire de Paris, Madame Hidalgo, qu'elle soit tous les jours à l'antenne, pour dire ne manifestons plus, ne venons plus manifester à Paris, parce que vous avez dans ce bloc des irréductibles la haine de Paris, qui est palpable, visible. Donc jusqu'où cela nous mène-t-il? Donc à un moment, il faut savoir revenir à des normes un minimum démocratique. Est-ce que, Carole, ou quiconque sur ce plateau, vous considérez que Jean-Marie a raison? C'est vrai qu'on a une opposition parfois, ou même des personnalités politiques qu'on entend peu, ou au contraire, des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon qui attisent aussi le désir et l'ivresse de l'insurrection. Il faut quand même faire la différence. Vous avez un certain nombre de gens de l'opposition côté à droite chez les LR qui clairement appellent à tout arrêter, etc. Alors Laurent Wauquiez étant lui s'est arrêté à la crête. Beaucoup plus ambigu. Mais un certain nombre de personnalités de son parti ont été tout à fait claires. En revanche, du côté de Mélenchon, là, moi, je suis tout à fait de l'avis de Jean-Marie. Il est élu au Parlement. Il y a un attentat où il y a 3 morts pour le moment, beaucoup de blessés et certains entre la vie et la mort.
la moindre des choses qu'on attend de la part d'un représentant responsable, c'est effectivement de dire on peut peut-être suspendre au moins les manifestations. Et là, on a un petit peu l'impression que, en fait, ce sont les intérêts de son parti qui prennent le pas sur son sens, sur le sens des responsabilités qu'on attendrait de lui. C'est-à-dire qu'on sait très bien que depuis le départ, ce mouvement des Gilets jaunes est l'expression d'une colère populaire qu'il appelait de ses voeux l'an dernier, mais sans avoir su, lui, amener les troupes en masse à Paris et rassembler. Et là, du coup, il essaie de récupérer parce qu'il a également peur que des Gilets jaunes qui se présenteraient aux élections européennes, éventuellement, diminuent son score à lui. Ce qui est, j'ajoute, pardon d'ajouter cela, mais ce qui est, pour moi est un signe de honte pour cette fraction des irréductibles chez les Gilets jaunes, c'est toutes les théories du complot qu'ils nous ont servi. Oui, mais ça, on verra hallucinant que des responsables de ce mouvement, ou qui se décrètent responsables, mais qui sont en effet écoutés, puissent nous servir cette sinistre histoire-là, avec des gens qui les croient. Ce qui est absolument hallucinant, et que tout ça n'est pas provoqué, encore une fois, chez tous les responsables politiques dignes de ce nom, une levée de bouclier, là aussi, c'est un sujet de préoccupation. Il y a une inégalité de revenus, mais est-ce qu'il y a aussi une inégalité d'information ? C'est-à-dire que quand on est pas favorisé, eh bien on a un accès à l'information aussi qui diminue. Disons qu'avec les réseaux sociaux, il y a un accès qui s'est fait plus évident, on va dire. C'est une communication horizontale et ils ont l'impression aussi de la maîtriser, cette communication. C'est-à-dire qu'ils s'organisent en groupe, donc en groupe de parole, en groupe d'action. Ils organisent leurs actions sur les réseaux sociaux et échappent aux médias traditionnels qu'ils considèrent de toute façon comme les élites, comme étant méprisants. C'est ce sentiment de mépris, voilà, ce sentiment de mépris. Ouais. Ils se sentent exclus d'un système et pourtant on les voit défiler. Ils ont quand même micro ouvert sur tous les plateaux télé. Mais le grand problème, je vous écoutais Jean-Marie, c'est le dialogue qui ne s'instaure pas entre ces politiques que vous appelez à se prononcer sur oui ou non la poursuite des manifestations. En l'occurrence, vous leur demandez de dire non, stop aux manifestations, et les manifestants qui veulent de toute façon en découdre. Donc au milieu de ce dialogue, il y a la masse molle, l'opinion publique. C'est l'opinion publique que chacun est en train d'essayer d'avoir de son côté, et c'est la bataille de l'opinion publique à laquelle on assiste. Alors, au départ, elle était plutôt favorable au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que, avec cet attentat à Strasbourg, on va avoir une hiérarchie différente, effectivement, une dramatisation différente? Est-ce que l'opinion publique va basculer dans cette proportion à dire non, stop, on arrête les manifestations? Virginie, votre réflexion dans tout ce qui a été dit les Gilets jaunes. D'abord, d'une, peut-être l'opposition, l'attitude de l'opposition en général, et puis effectivement la responsabilité que portent aujourd'hui les Gilets jaunes sur une nouvelle manifestation. Alors les Gilets jaunes, je dirais qu'ils ont les défauts de leur qualité. C'est à la fois un mouvement protéiforme qui vient de la base et qui s'est constitué un peu de bric et de broc au fil des semaines, de gens extrêmement différents qui n'avaient d'ailleurs pas forcément les mêmes opinions politiques, pas les mêmes trajectoires sociales, qui ne se connaissaient pas au début et qui ont formé une communauté assez disparate. Ça, c'est une qualité parce que ça échappe à toute emprise politique et ça échappe à tout... à toute définition formatée. Les défauts des Gilets jaunes, c'est que justement parce qu'ils sont protéiformes et qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne s'entendent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Ils ne veulent peut-être d'ailleurs pas s'organiser. Leurs responsables, qu'on a vu se succéder sur les plateaux au fil de ces dernières semaines, ont été à peine désignés, parfois auto-désignés, qu'ils ont été désavoués. Et ceux qui ont continué à s'exprimer, on a bien compris, ils étaient d'ailleurs finalement obligés de le dire, qu'ils s'exprimaient en leur nom propre. Donc moi je crois que les Gilets jaunes est un vocable général qui ne recouvre pas la variété des Gilets jaunes et que dans ces Gilets jaunes, il y en a un certain nombre qui depuis, mais même avant l'attentat de Strasbourg, mais depuis l'intervention d'Emmanuel Macron, disent nous on va lever le pied et tout au moins on restera sur nos ronds-points, on n'ira pas manifester dans les villes samedi. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que rester dans nos ronds-points, ça a un côté encore
d'accord, on ne lève pas tout à fait le pied, on ne quitte pas tout à fait nos fortins, où on a quand même obtenu en 3 semaines quelque chose, peut-être qu'on n'imaginait pas obtenir. Et puis, il s'est créé de la solidarité, bien sûr, il y a de l'amitié, une forme même, je dirais, de fraternité qui s'est créée entre eux. Il y a même une page Facebook mythique, je crois, où ils se sont inscrits les uns les autres, et il y a même des gens qui se sont mariés en 3 semaines. Et il y a peut-être même déjà des bébés gilets jaunes en route. Voilà. Donc c'est une communauté, c'est une communauté. Virginie, chroniqueuse galante de gilets jaunes. Allez voir, vous verrez, vous serez surpris. Mais oui, non, mais c'est des... Quant aux responsables politiques, écoutez, ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire que la récupération politique qu'ils essayent de faire de ce mouvement, qui jusqu'à présent, je le rappelle, s'est heurté quand même à un mur, ils ne renoncent pas à tirer les marrons du feu, si je puis utiliser cette expression. Et Jean-Luc Mélenchon, qui hier a manifesté tout d'un coup un peu de décence en applaudissant et en faisant applaudir Édouard Philippe, et revient à ses mauvais démons et réenfourche le cheval de l'insurrection, oui, mais la colère. Il sait très bien un coup être effectivement détestable, et on se dit, mais quand il dit sur les annonces d'Emmanuel Macron, c'est l'opération piège jaune, ou sortir des choses incroyables. Et puis, dans un autre style aussi, comme hier, on a vu un extrait où là, il sait faire vibrer la corde nationale. On se dit, enfin, quand même, la politique, ça a de la gueule. Bon, il sait très bien manier, en général... En incitant à manifester. Non, 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 attendez. Ça a de la gueule 5 minutes, et puis chasse naturelle, il revient. Ça avait de la gueule 5 minutes. Hier, à l'Assemblée, il y a eu même des éditorialistes sur France Culture. Frédéric Seix, que nous avons entendu là-dessus. Oui, que parfois, on ne peut pas désespérer toujours de la politique. Il y a eu un bon moment entre Mélenchon et Édouard Philippe. Non, mais pardon, il faut jamais. Je suis d'accord avec vous, je ne défends pas Mélenchon. Il y avait une question qui était posée là, et qui était claire. Bon, parce qu'au-delà de l'hommage et de l'unité nationale face au deuil que vit la ville de Strasbourg, non, mais voilà, mais la question qui était posée, c'était quand même, est-ce qu'on encourage à continuer de manifester, ou est-ce qu'on demande à ces troupes d'arrêter? Et c'était ça la vraie question qui met peut-être en cause d'ailleurs l'unité nationale. Non, mais l'argument de Mélenchon... Les qualités de tribun de Jean-Luc Mélenchon sont très connues, et ils se sont déployés pendant l'élection présidentielle, se déploieront encore. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Virginie. Je souscris à l'analyse de Virginie, mais je rajouterais un des thèmes chers à Virginie, qui est de dire que tout ça, de toute façon, ne profite qu'exclusivement qu'au Front National. On a bien vu le dernier sondage. Après sondage, le Rassemblement national est à 24. Emmanuel Macron baisse encore. Alors que le Mélenchon et la France insoumise et même sur la pente glissante. Donc, tout cela, voilà. Mais par ailleurs, sur la diversité des Gilets jaunes, ça ne m'empêchera pas de penser que au maximum du maximum de leur mobilisation, en effet, à l'époque soutenue par l'opinion, c'était 300 000 personnes. Ouais, aujourd'hui, c'est 150 000 personnes au grand maximum. Peut-être moins, De quel droit est-ce qu'ils filtrent les gens? Ils disent, vous avez le droit de passer, vous n'avez pas le droit de passer. Est-ce qu'on regarde simplement les dégâts que ça provoque? Ils sont en train de reprovoquer du chômage de masse. Quels sont les grands employeurs aujourd'hui en France de gens qui sont peu qualifiés? Ce sont les grands distributeurs. Allez regarder la situation des grands distributeurs, que ce soit Casino, Auchan, Carrefour, tout ce que vous voudrez, vous verrez le plongeon que ça va représenter, et vous allez voir arriver le chômage partiel et peut-être le chômage tout court. Donc à un moment, il faut quand même que ceux qui croient dans les vertus de la démocratie et d'un système où on peut discuter, le cadre, encore une fois, a été désigné avec l'aide de Laurent Berger, certes, tardive, certes, mais malgré tout ça. L'aide refusée dans un premier temps. Dans un premier temps, ce qui est une erreur supplémentaire. Mais donc, la possibilité de mettre en cause le cadre fiscal, de mettre en cause, y compris les politiques d'immigration, va exister. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'ils... Mais ça ne les intéressera pas. Cette fraction-là, ça ne les intéressera pas. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que quiconque accepte d'aller manifester, c'est maintenant, ça va faire la 4e ou 5e fois que ça se reproduit, que de toute façon, ces manifestations seront prisonnières de ceux qui veulent la violence et de ceux qui veulent en découdre. Et donc, le pire s'ajoutera au pire. C'est tout. À un moment, il faut qu'il y ait suffisamment de gens pour dire stop. Mais il ne s'agit peut-être, Jean-Marie, que d'une minorité. Et cette minorité-là, quand elle va être mise au pied du mur chaque jour, qui va nous rapprocher de samedi, va peut-être hésiter
hésiter à se lancer dans une manifestation à Paris. Je ne pense pas qu'elle hésitera, moi. Qui plus est, qui est découragée par les forces de l'ordre, qui disent on ne peut pas faire tout en même temps. On ne peut pas vous protéger, on ne peut pas s'occuper des marchés de Noël, on ne peut pas rechercher, parce que je rappelle qu'il n'est toujours pas arrêté, le terroriste. On ne peut pas rechercher le terroriste, on ne peut pas tout faire. Donc il y a peut-être un moment où même ceux qui aujourd'hui disent qu'ils vont y aller vont caler devant le retournement de l'opinion publique et les responsabilités qu'ils prennent vis-à-vis de ceux qu'ils vont entraîner avec eux. Et entre-temps, quand même, le président a cédé. Enfin, je veux dire, a quand même parlé, a quand même donné des gages, a répondu à certaines revendications. Bien sûr, et pas des moindres. Carole, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste dire que c'était intéressant ce que venait de dire Jean-Marie, parce que en même temps, il y a un paradoxe complet. Vous avez tout à fait raison de dire que effectivement, la poursuite des manifestations des Gilets jaunes et qui bloquent des ronds-points, etc., ça pénalise les commerces en général et la grande distribution et donc les caissières et les petits commerçants, bien entendu, et les caissières du coup qui travaillent dans ces grandes entreprises et qui sont souvent, on l'a vu, des Gilets jaunes. Mais le paradoxe, c'est que l'une des choses, évidemment, parmi mille autres, qui provoque la colère des Gilets jaunes, en tout cas dans les raisons plutôt anciennes, c'est peut-être qu'on a donné depuis 20 ou 30 ans beaucoup trop d'autorisation à des très très grandes, des très grands supermarchés et que ça a tué le petit commerce. Donc on est là au cœur des contradictions qu'expriment au fond les Gilets jaunes. On dit un mot avant de passer à Emmanuel Macron de l'opposition de la gauche, de l'extrême gauche, avec le Parti socialiste qui a fait une motion de censure et le Front National les accompagne. Le Rassemblement national, oui, vous avez raison, ça a changé de nom. Le Rassemblement national donc emboîte le pas à cette motion de censure. C'est une nouvelle preuve des convergences entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Qui va se manifester au Parlement. Bien sûr que si, ils vont voter le même texte. Oui, c'est une façon aussi de se renforcer en tant qu'opposition prégnante encore une fois, au bénéfice gouvernement. pour le Rassemblement national, ça ne fait pas de doute. Et perte maximum pour ceux qui prétendent encore représenter le Parti socialiste, dont les intentions de vote sont tombées aujourd'hui à 4 ou 4,5%. 4, Donc on voit bien qu'ils n'ont pas encore compris. 4,5. Ils n'ont pas encore compris que leur bataille prioritaire devrait être de récuser le leadership sur ce qui reste de la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Ce qui reste de la gauche et qui se rétrécit chaque jour davantage. On va parler Oui, je peux rajouter une petite phrase. C'est juste pour contrarier Jean-Marie, en fait. Mais bon, non. Non, mais c'est bien. Pas tout à fait. Moi, je pense pas que... Tout à fait. Pas tout à fait, parce que je pense quand même que cette convergence n'est que de circonstance et ne se traduit qu'à l'Assemblée nationale quand ça les arrange. Mais je ne crois pas du tout à l'éventualité d'une convergence réelle entre l'extrême droite et l'extrême droite. Ils se haïssent trop réciproquement. On n'est pas en Italie, ça ne se passera pas comme en Italie. Ils se haïssent trop et ils se méfient trop les uns des autres pour s'unir électoralement. Donc là, ils jouent quelque chose. Un jeu qui est peut-être dangereux d'ailleurs, parce que ça sème le trouble dans les esprits. Mais c'est un jeu. Vous avez raison sur les circonstances et sur le jeu. À une époque où Jacques Chirac et François Mitterrand étaient ligués pour faire tomber Valéry Giscard d'Estaing, les gaullistes disaient il y a toujours eu des convergences entre les gaullistes et les socialistes. C'était aussi de circonstances, etc. Donc c'est le même jeu. Absolument. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors Emmanuel Macron, donc après un départ en fanfare au lendemain de son élection, il était l'enfant roi à qui tout réussissait en quelque sorte. Il est parti au galop sur son cheval sans l'avoir vraiment scellé. Et 18 mois plus tard, ça donne ça. On l'écoute. Cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre chance. Voilà, quand il dit notre colère est une chance, Laetitia Krupa, comment vous l'avez, vous, qui décryptez la communication politique? J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il pouvait le faire autrement? C'est-à-dire que, bien sûr, il constate, il y a la colère, et il le tourne d'une façon positive. C'est-à-dire que oui, c'est une chance. C'est une chance pour se rassembler tous autour de la table, d'où le grand débat national qui va être lancé samedi. Cet appel au peuple à venir avec leurs doléances, les apporter, et puis tous réunis, trouvons des solutions pour la France. Bien sûr, il n'avait
vraiment pas d'autre choix que de faire un mea culpa à minima. Ce qu'il a fait, il a dit qu'il présentait ses excuses sans le formuler de cette façon. En tout cas, on l'a entendu. Il a cédé et il a ensuite tourné effectivement cette colère de façon positive comme étant une chance pour la nation. Virginie, vous l'avez trouvé, est-ce que dans le fond, ces mea culpa a été suffisant? Certains disent que ce n'était pas assez, d'autres il fallait qu'il aille plus loin. D'un autre côté, il n'allait pas non plus battre sa coulpe pendant 10 minutes. Pour certains, ça n'aurait jamais été assez. Oui. Rappelez-vous ce qu'on disait dans les heures qui précédaient son intervention, que c'était un exercice impossible, qu'il n'y arriverait pas, que les choses étaient allées trop loin, qu'il avait attendu trop longtemps. Et finalement, il a réussi, de mon point de vue, au moins 2 choses, à faire décrocher une partie de l'opinion publique qui a dit clairement, qui a pensé très vite, et ça s'est confirmé dans les heures qui ont suivi, que ce qu'il avait accordé comme mesure était suffisant de leur point de vue à eux. Je parle de l'opinion publique, je ne parle pas de ceux qui sont dans la rue. De leur point de vue à eux, pour que le mouvement s'arrête et que c'était bien comme ça, et qu'en 3 semaines, ils avaient obtenu quelque chose d'inouï, que des années et des années de lutte syndicale n'avaient pas réussi à obtenir. Et ça a aussi permis de faire lâcher la lutte à moi, ce que je pense être la majorité des Gilets jaunes, qui se sont dit, après tout, ce qu'on a, on l'a, et on n'aura peut-être pas plus, on va rentrer dans les négociations. J'entendais ce matin Jacqueline Moreau, hier, ou peut-être ce matin ou hier. Donc celle qui a été à l'initiative. Voilà, et elle disait très clairement ça, elle disait, bon, maintenant, sortons de nos ronds-points, allons négocier, allons voir ce qu'on peut obtenir de plus concrètement que ce qui a déjà été donné, mais ne restons pas stérilement dans une lutte qui, de toute façon, ne débouchera sur rien. Je ne sais pas si ce discours sera entendu par tout le monde. Elle appelait à une trêve. Absolument. Donc, une trêve, ça veut dire qu'éventuellement... Selon les résultats qui seraient obtenus dans les discussions qui vont s'ouvrir maintenant. Ce qu'a lâché le président de la République, est-ce que c'est de nature à lui redonner un espace? Parce que dans le fond, l'opinion est un peu braquée contre lui, enfin un peu beaucoup. On ne peut pas dire tous les Français. C'est difficile. Vos mines, mais bon, c'est pas tous les Français non plus. Non, il y a une partie des Français, mais est-ce que c'est un président qui est seul, là, pour le coup? Il y a le peuple et il y a lui. Et au milieu, il n'y a rien. Article 1, comme on l'a souvent répété ici, il a choisi cette solitude. Cette solitude politique, c'est son choix politique. C'est le résultat d'une gouvernance. Il en paye un prix évidemment très élevé. Mais moi, je pense que le divorce est consommé avec les Français. Et donc, il aura beaucoup de mal à réenclencher une dynamique positive. Peut-être y arrivera-t-il, je n'en sais rien. Mais quitte à lâcher, moi, je pense qu'il manquait 2 choses dans son dispositif. Il manquait d'une part le retour à l'indexation des pensions de retraite. Parce que ça touchait alors, les mesures prises touchent déjà plusieurs millions de Français. Probablement 9 à 10 millions de Français sont concernés par ce qui a déjà été annoncé. Mais je pense qu'une des grandes injustices de son dispositif actuel, c'est quand même la non-indexation ou la quasi-non-indexation des pensions de retraite. Je pense que ça manquait à son dispositif. Et pour le financement de tout cela, ce qui manque, c'est l'arrêt provisoire ou le report, si on préfère, de la transformation du CICE, qui est une aide à la compétitivité des entreprises. 20 milliards d'euros. La transformation des CICE en baisse des charges des entreprises. Il y a la 20 milliards. C'est ce que demandait le Parti socialiste. Il y a la 20 milliards qui auraient dû être gelés ou reportés d'1 an. Ça lui redonnait une marge de manœuvre de 20 milliards dans laquelle il pouvait inclure les pensions de retraite en question. Et les choses aurait été infiniment plus équilibré. Est-ce que c'était pas une façon de revenir sur sa politique de l'offre? Oui, bien sûr, mais c'était non, parce que le CICE persiste. Ce qui était gelé ou ce qui pouvait être gelé à hauteur, encore une fois, de 20 milliards, c'est la transformation en baisse des charges. Et ça redonnait, j'allais dire, meilleure allure à la France devant les autres pays européens, notamment devant les Italiens, parce que du coup, ça n'affectait pas le déficit français. Et ça manque furieusement à son dispositif. Quitte à lâcher, il fallait aussi aller jusque-là, me semble-t-il. Et ça ne remettait pas son cap en cause? Son cap, il est obligé d'être un cap social aujourd'hui, donc sous la contrainte. Donc autant le faire intégralement. Cap social, mais aussi cap budgétaire, puisqu'il va falloir s'asseoir un peu quand même avec la bienveillance, on l'a vu, on a entendu...
Pierre Moscovici dire que Bruxelles comprendrait, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais en quelque sorte, on va aller jusqu'au 3,5 de il y a même de déficit. D'ailleurs un des économistes qui le conseillait pendant sa campagne, qui a dit qu'on pouvait faire un peu de déficit. Oui, voilà, c'était pas si grave. Philippe Aghion, je crois, mais, c'est ça. Oui. Et la droite tord le nez, d'ailleurs. On voit bien que la ligne de fracture... Enfin, en tout cas, la question c'était est-ce qu'il retrouve un peu d'espace dynamique. J'en sais rien, parce que, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire pour éteindre un incendie, parce que c'était quand même ça. On était en urgence, mais absolue. Et du coup, il a dit quand même ce qu'il fallait dire, même si effectivement on peut regretter qu'il ne soit pas allé peut-être plus loin, mais il a fait ce qu'il fallait pour éteindre l'incendie, parce que moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Virginie tout à l'heure. Je pense que maintenant une majorité quand même de gilets jaunes probablement, et le fait que ce soit Jacqueline Moreau qui ait dit ça, on sait que c'est d'elle qu'est parti le mouvement, donc c'est quand même très emblématique. Voilà, donc il s'est redonné en tout cas les moyens d'être, disons, entendu, de pouvoir mener ce grand débat, etc. Ensuite, on sait que dans les revendications multiples qui se sont exprimées, il y a des choses qui sont des mesures de long terme. Enfin, je veux dire, par exemple, ce qui était clair, c'était qu'il manque quelque chose depuis des années, c'est l'aménagement du territoire. Ça se fait pas comme ça en 6 mois. Bon, donc il y a les mesures de pouvoir d'achat. Il y en aura peut-être un peu plus, on ne sait pas. Mais ensuite, il y a des mesures de long terme. Oui. Virginie, vous avez levé le doigt. En tout cas, oui, c'est donner les moyens. J'avais juste quelque chose à rajouter, mais contraint et forcé et dans la douleur. Oui, parce absolument. Que cette allocution, elle est enregistrée, alors que dans un moment comme ça, je pense que la parole présidentielle aurait eu plus de poids à être en direct. Et on sent que les Français voient la différence entre un direct et peut-être certains, oui, mais en tout cas, le fait d'être en direct ou d'être enregistré, ça change quand même quelque chose dans ça, il y a la posture. Alors disons que Emmanuel Macron passe entre les mailles de ce filet et il me semble que c'est la première fois qu'il ne choisit pas le moment où il va s'exprimer. C'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de affirmer qu'il était le maître des horloges. Pour la première fois, il est contraint, on le force à s'exprimer à ce moment-là. Voilà. Très très court, Virginie, parce qu'on passe à la chronique. Moi, j'ai été très frappée des premières images du quinquennat et de cette image-là où on voyait Emmanuel Macron les mains à plat sur la table, le visage très creusé, en train d'annoncer ce qu'il a annoncé. Et j'ai pensé que la suite du quinquennat allait s'avérer très problématique, parce que quand il va devoir enclencher des réformes aussi emblématiques que la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, et que les gens vont se rendre compte que la réforme des retraites à point, surtout quand on a annoncé que l'âge de la retraite ne changerait pas, allait baisser, et que la dégressivité des assurances chômage n'allait pas se passer si facilement que ça. Je crois que tout va revenir, tout va ressurgir, et je me demande si la suite du quinquennat n'est pas condamnée à l'immobilité. C'est un vrai risque. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reiss-Soultz. Et nous accueillons une autre femme sur ce plateau. Décidément, Jean-Marie, vous êtes en minorité aujourd'hui. C'est pas désagréable. Et enfin, une brune à côté de moi. Donc, allez, on se détend un peu, parce que les gilets jaunes, bon... Voilà. On va surtout parler cette fois-ci, il n'y aura pas d'émoji. Des fake news, hein. Il n'y aura pas d'émoji, j'ai de mauvaises nouvelles. Non seulement je suis en minorité, mais en plus... Et en plus, vous êtes primé. Mais en fait... Vous êtes dur. En fait, je voulais vous parler des fake news, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, et je voulais revenir, parce que c'est quand même un sujet sur les réseaux sociaux qui est compliqué. Je voulais en profiter pour rappeler quand même 2-3 définitions et 2-3 faits sur les fake news, qu'on entend beaucoup ce mot, et il revêt des réalités très différentes. On va dire qu'il y a une première catégorie qu'on appelle les fake news, donc les fausses informations, qui sont vérifiables tout de suite. Je vous en montre une on avait déjà vue ensemble. 2006, vous avez Marion Maréchal qui est présentée à côté de François Fillon. Bon, c'est très facile à démontrer. C'est très très facile à démontrer même par chacun. On a tout de suite vu que c'était une fake news. Ça s'appelle certes, c'est une fake news, mais
vérifiables, facilement démontables. Photomontage. Ça s'appelle du photomontage et vous avez même un outil qui s'appelle Google Images qui fait que tout un chacun peut savoir ce qu'il en est d'une image puisqu'il suffit que vous preniez le fichier, vous le mettez dans Google Images qui va apparaître d'ici 2 secondes et il y a un petit appareil photo et vous mettez votre fichier là et ça vous dit où a été prise la photo, quand tout le monde peut le faire. Je vous le donne comme ça parce que c'est un truc très très pratique pour savoir quand vous avez... Voilà. Je me suis dit truc et astuce. Voilà. C'était notre petit quart d'heure truc et astuce. Après, on a une deuxième catégorie et qui est celle qui est très grave, qui ne concerne pas le sujet des gilets jaunes, on va y revenir. Mais la vraie catégorie des fausses informations, c'est celles qui sont dans une logique de désinformation, où on peut vérifier l'information, mais ça prend du temps. Les médias peuvent le faire, le font souvent. Et le temps que la vraie information arrive, ça s'installe. Et c'est ça qui est dommageable. Cambridge Analytica est dans cette catégorie. Les sujets de Hillary, de Macron, enfin bref, beaucoup de sujets. Cette catégorie-là, elle est très inquiétante, beaucoup plus grave que celle dont on va parler, qui est ce qu'on appelle une rumeur qui est fomentée souvent par la théorie du complot sur Internet. Elle semble très grave, honnêtement. Elle semble très grave, très inquiétante. Ça ne l'est pas tant que ça. D'abord, les rumeurs, c'est pas lié aux réseaux sociaux, c'est juste que les réseaux sociaux, ça permet que ça aille beaucoup plus vite. Et puis, regardez, celle que je vous en ai pris une qui est la plus courante, qui est celle de Maxime Nicole, l'un des Gilets jaunes, où d'ailleurs ça pose une autre question, mais on n'a pas le temps là. Lui qui a la casquette à l'envers. Voilà, il fait un Facebook Live et il dit dis donc, si c'était un vrai attentat, il n'aurait pas tiré à cette heure-ci. Voilà. Le sujet, il n'est pas tant cette théorie en soi que de regarder, ça veut dire quoi. Les DLS suivantes, c'est de vous montrer que, en fait, la théorie, ce sujet-là, un peu partout, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'il racontait, mais un peu partout sur Facebook, c'est repris. D'accord ? Donc ça va de tiens, c'est bizarre, ça c'est tiens, voyons, tout était planifié. Enfin bon, une bonne théorie du complot. Toujours sur Facebook, parce qu'il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, tout s'est passé sur Facebook. La DLS suivante, c'est pour vous représenter ce qui se passe en vrai sur Facebook. Au-delà de ce qu'on vient de voir, c'est tous les gens qui vont dire mais non, c'est pas vrai. Non, il faut se taire, supprimer ses posts, c'est pas vrai. La majorité, la grande majorité des gens ne suivent pas ces théories. Et pour vous le montrer définitivement et vous rassurer, ça ne veut pas dire que les autres sujets sont pas importants, mais pour vous dire, relativiser l'importance de tout ça, c'est que si je regarde le volume des sujets autour des fake news. En fait, sur Facebook, donc on parle des gens qui sont dans ce sujet-là, on a à peu près 180 000 messages autour des attentats et des fake news, d'accord ? 6% seulement sont sur... Enfin, ça c'est sur 180 000, c'est sur les attentats. Vous avez 6% qui parlent des fake news. Donc ça fait à peu près 10 000 messages, c'est rien. Sur ces 6%, vous avez seulement 18% des gens qui adhèrent au sujet. Donc on arrive à peine 2000 messages, c'est 1900. Et si je regarde qui sont ces 1900, ce sont des gens qui sont toujours dans la théorie du complot. Donc en fait, ça tourne entre eux. Donc en fait, en réalité, on est en train de regarder dans c'est terrible, mais ça tourne entre eux. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai sujet sur les fake news, ça ne veut pas dire que les rumeurs, ce n'est pas un vrai problème, mais dans ce cas-là, c'est pas si grave que ça, c'est déjà des complotistes. Après, il y a un sujet, c'est qu'une rumeur, et c'est pas lié aux réseaux sociaux, c'est à démonter, c'est bien compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas d'éléments. Je vous dis quelque chose et voilà, et chacun l'interprète à sa façon. C'est pour ça que ça a autant pris. Mais ça dit quoi ce mouvement aussi, peut-être très court, Jean-Marie, c'est à la fois rassurant ce que dit Véronique, mais en même temps, c'est inquiétant que ça puisse surgir, qu'il puisse y avoir des cerveaux pour concevoir ce type de... Alors qu'en effet, on est dans une ère complotiste tous azimuts, favorisée par les réseaux sociaux, mais aussi favorisée par une espèce de relativisme global qui fait que, après tout, pourquoi pas, ainsi de suite. Ça, c'est absolument terrifiant. Et aussi nourri souvent par des prises de parole de beaucoup, et chacun y trouve les mots et les preuves de... Voilà. Merci à tous. Roselyne, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui. Quitte à paraître ancien monde, je me félicite d'avoir été parmi vous aujourd'hui en si belle et intéressante compagnie. C'est Noël avant Noël. Oui, c'est très ancien monde. Oui, mais c'est bien l'ancien monde. Ring the bell. Merci à Charlotte Lorien-Tomaca, merci à toute l'équipe technique, à très vite.